Good morning Bourges, vous écoutez le podcast de l'IUT fait par les étudiants et pour les étudiants. Moi, c'est Gabriel. Coucou, c'est Émilie. Hello, c'est Jospin. Suivez-nous, on vous guide pour explorer les différents départements. Carrière sociale, GEA, mesures physiques, GMP, GCCD, CRIO. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, on vous aide à y voir plus clair. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à l'UT de Bourges. Je suis Jospin Michael, étudiant de deuxième année de carrière sociale Parcours Ville Territoire Durable. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte de la filière Gestion des entreprises et administration, ou GEA pour les intimes. Si vous vous demandez comment devenir un pro de la gestion tout en restant humain, eh bien vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, on va explorer ce parcours en profondeur avec en prime l'interview de Sharon Alessia, étudiante en deuxième année de GEA, qui nous partagera effectivement son expérience et on finira avec le directeur de ce département. Let's go! C'est parti! Bonjour Alessia, comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour Jospin, ça va, merci, et toi? Ça va aussi. Ta matinée, ça a été? Ça a été, plutôt bien. Pas trop stressé pour l'interview? Ça va. Alors, tu peux te présenter? Je m'appelle à vos missions Sharon Alexia Désiré. Je suis étudiante à l'UT de Bourges dans le département de la gestion des entreprises et des administrations. Je suis en deuxième année et parmi les filières qui sont en gestion des entreprises, des administrations, j'ai choisi la filière GPRH. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la filière gestion des entreprises et administration? Alors, moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas d'abord que cette filière, elle existait, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais en Clio, en qualité logistique industrielle et des organisations, excusez-moi. Et j'ai vu que mon ancienne filière, elle ne répondait pas à ce que j'avais fait dans mon pays. Donc, j'ai choisi la gestion des entreprises et des administrations, parce qu'il y avait des filières, des matières plutôt, qui me plaisaient. Et surtout aussi à cause des langues, parce que je voulais toujours apprendre les langues et vu que dans mon ancienne filière, on ne faisait plus de langues, donc j'ai préféré choisir la GEA. Nous avons à ses côtés M. Thierry Montavieux, le chef du département GEA. Alors, vous pouvez nous présenter en quelques mots la filière gestion des entreprises et administration et ses principales spécificités? Alors, avant, je vais rebondir sur ce que vient de dire Sharon, c'est que je me rappelle très bien, il y a un peu plus d'un an, oui, octobre. Où en échangeant avec le chef de département de Clio, il m'a fait part du fait qu'il avait une étudiante avec un bon dossier, ce qui est le cas, sinon on ne l'aurait pas prise, mais qui, il y avait eu peut-être une erreur de casting, on va dire, par rapport à Clio, et donc on l'a accueillie, ça devait être la fin septembre. Oui, fin septembre, début octobre. Et assez vite, elle a démontré qu'elle ne s'était pas trompée, et nous non plus. Elle avait la capacité. Voilà. Alors pour répondre à votre question plus précisément... sur l'UT de Bourges, GEA, c'est le deuxième gros département de l'UT. L'autre, c'est génie civil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un gros département? Ça veut dire 4 groupes de TD en première année, donc potentiellement 120 étudiants. C'est le cas cette année, en première année. Comme il y a assez peu de redoublements et que quand il y en a quelques-uns, on complète par d'éventuelles arrivées en passerelle en but 2 et but 3. Vous voyez, ça fait à peu près... 300 étudiants un peu plus de 300 étudiants dans le département GEA en comptant les 3 années. Et une des caractéristiques fortes, alors c'est pas le cas de Sharon pour l'instant, mais l'année prochaine ce sera une quasi-obligation pour elle, c'est d'être ce qu'on appelle en alternance, parce que c'est un vrai point fort de GEA à Bourges, et même quand on se compare à d'autres plus gros que nous ailleurs en France. On a 2 tiers de nos étudiants de deuxième année qui sont en alternance, et c'est quasiment 100% des étudiants de troisième année. Par contre, on ne fait pas du tout l'alternance pour les premières années. On considère en première année que ce qui est déjà important, c'est que les lycéens qui sortent des lycées comprennent ce que c'est que la règle du jeu du travail post-bac, donc à l'université. Quels sont les objectifs pédagogiques principaux du programme GEA?
Nous, on aime des profils variés. On veut des gens qui, d'une certaine façon, et la première année, elle est là pour ça, sont un minimum polyvalents. Alors, évidemment, quand en deuxième année, comme l'a fait Sharon, a fait le choix des gestion et pilotage des ressources humaines, tout est dans le titre. Donc, on imagine bien qu'il y aura un accent mis particulièrement sur des aspects psychosociaux, sur du droit social, sur des questions de pilotage des RH au sens large. Mais y compris dans cette filière-là, il y a encore un peu de calcul, parce que quand on fait des bilans sociaux, il faut de la statistique, qu'il y a des modules de gestion de paye, et quand on fait de la gestion de paye, c'est pas si énué et que ça de la compta. Voilà. Donc, même si on a des parcours à partir de la deuxième année, on cherche quand même à ce que nos étudiants conservent une forme de polyvalence, qu'ils soient capables de comprendre que même si on développe des compétences un peu fléchées, ils vont intervenir dans des organisations, entreprises ou collectivités, où il y a d'autres dimensions que simplement leurs propres compétences. Donc il faut qu'ils comprennent un petit peu tout ça pour être de bons gestionnaires. Qu'est-ce qui différencie alors la filière GEA de l'UIT de Bourges par rapport à d'autres formations similaires dans la région ou en France? Alors l'alternance, mais ça je l'ai déjà évoqué. Alors je sais pas trop le côté on est familial. C'est un peu vrai, mais j'ai une étudiante ici, je vais pas lui expliquer. Je suis ni son tonton, ni son papa, ni voilà. Donc ça m'arrive de me mettre en colère. Ça arrive que les profs se mettent en colère en GEA parce que parfois c'est nécessaire. Mais globalement, on est extrêmement disponible. Puis on offre un éventail finalement assez large parce que on n'a pas de l'alternance, mais si on veut faire par exemple une troisième année 100% à l'étranger, cette année on a un étudiant qui passe de but 3 qui passe son année à Augsbourg dans une université partenaire de l'IUT. L'an dernier c'était 2. On va avoir des étudiants qui vont partir au Canada au semestre 4, donc en deuxième année. Donc tout ça pour dire que point fort, relation avec les entreprises, mais en même temps on veille à ce qu'il n'y ait pas trop d'échecs en première année. On a quelques abandons, ça c'est obligatoire, mais on en perd finalement plutôt moins que d'autres GEA en France. Alors peut-être qu'on est trop gentil, mais en tout cas, on essaye plutôt d'être dans l'accompagnement que dans une évaluation pure et dure qui parfois pourrait conduire à l'échec. En fait. Alors Sharon, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce programme par rapport à d'autres formations en gestion? J'ai choisi la filière GPRH parce que je suis intéressée par les ressources humaines et aussi parce que plus tard, j'aimerais être gestionnaire de la paye. Je suis intéressée par les avantages sociaux, la rémunération, les relations entre l'employeur et le salarié. Voilà. Comment décrirais-tu les cours que tu suis en deuxième année de GEA? Si je suis bien ou... Les enseignements les plus marquants, en fait. Vous n'êtes pas obligé de parler d'économie. Je suis prof d'économie. Ah, ok. En général, en général, l'enseignement est plutôt bien. On peut poser des questions et les profs, ils expliquent plutôt bien, on comprend bien. Et si on a des trous, on comprend pas bien, on peut poser des questions et ça va, l'enseignement est plutôt bien. Peut-être juste pour compléter, si je puis me permettre, Jospin, c'est nous, ce qu'on cherche à faire du côté de l'équipe pédagogique, c'est d'avoir un éventail de modalités autour des différents modules. Je suis prof d'économie. Globalement, moi, je fais plutôt un cours qu'on va qualifier d'un peu théorique et plutôt de contextualisation des contraintes qui peuvent s'imposer aux entreprises. Donc, je développe pas une compétence technique particulière. Par contre, notamment des étudiants qui ont envie de poursuivre en master, peut-être qu'un jour, ils se souviendront d'avoir fait deux, trois choses dans le cours d'économie. Mais les cours de langue, les cours de communication, ils sont là aussi pour donner des outils un petit peu plus larges que la pure compétence RH, qu'elle soit quantitative si c'est de la paye, ou qu'elle soit qualitative si c'est gestion de contrat, dynamique qualité de vie au travail ou ce type de choses. Donc, et ça c'est vrai des trois parcours. Là en l'occurrence, notre étudiante ici est en RH, mais on retrouve la même chose en GC2F, compta, finance, ou en GEMA, la filière management. C'est-à-dire cet équilibre entre des cours un peu théoriques, de contextualisation, des cours un peu de culture générale d'une certaine façon, et puis d'autres cours beaucoup plus appliqués qui sont là pour donner rapidement des compétences qui soient exploitables, soit en stage, soit dans le domaine de l'alternance, évidemment pour ensuite faciliter l'insertion professionnelle. Ok, mais ça allait tout à l'heure de la possibilité pour les étudiants en troisième année d'aller poursuivre les études à l'étranger. Est-ce qu'il y a des subventions pour cela?
Alors normalement oui, en général, il y a des soutiens qui peuvent venir de la région, il y a peut-être quelques autres guichets, mais là pour le coup, c'est vraiment avec ces 2 collègues que vous aurez toutes les informations. Ouais. Moi, ce que je ressens, cette année, on a une étudiante, pas en 3e année, mais en 2e année, qui a renoncé au semestre 4 au Canada, visiblement pour des raisons financières. Mais ça arrive pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'on arrive la plupart du temps à trouver des solutions pour ceux qui ont envie de partir un semestre ou une année, parviennent à le faire. Du coup, quels sont les débouchés professionnels pour les diplômés de GEA? C'est vaste, hein. Comme pour plein d'autres filières, le tout c'est d'en sortir. Non, je plaisante. Mais on a 3 parcours, donc il y a des choses qui sont assez claires. Hein. Sharon, pour prendre mon exemple, voilà, elle a un projet assez clair. Peut-être qu'elle changera d'avis d'ici la fin de ses études. On ne sait pas d'abord si elle va chercher à s'insérer à Bac+3, ce qui est une possibilité. Là, ceux qu'on a diplômés il y a 3 semaines, là, il y en a à peu près un tiers qui ont signé un CDI, et pour certains, dans l'entreprise où ils étaient en alternance. On a plutôt une majorité qui cherche à poursuivre en master. En général, voilà, les marqueurs, c'est quoi? C'est si vous avez fait une filière GC2F, donc gestion financière et comptable, vous allez avoir des débouchés en cabinet comptable, mais vous allez avoir aussi des débouchés dans les directions des affaires financières d'entreprise pour faire du contrôle de gestion ou de la compta. Ça peut être dans la banque pour faire par exemple clientèle professionnelle, hein, parce que quand vous recevez un chef d'entreprise qui veut financer une machine à 1 million d'euros, il faut quand même savoir si l'entreprise est en bonne santé. Voilà, donc ça c'est pour la filière compta finance. La filière RH, bon, c'est dans le titre, hein, mais en gros il y a 2 grandes voies. C'est ceux qui vont faire de la gestion de paye et ceux qui vont faire plutôt les aspects un peu qualitatifs, recrutement, formation, suivi administratif des contrats. Et puis la filière GEMA, c'est peut-être celle qui est la plus polyvalente. Hein. Management d'activité, entrepreneuriat, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes qui sortent de chez nous, qui montent tout de suite une entreprise. On en a quelques-uns qui sont dans ce genre de projet. Donc management, ça peut être des choses qui vont vers le marketing. Ça peut être aussi de la polyvalence où on va être dans une petite entreprise et où on va un peu tout faire. Hein, j'ai quelques exemples d'étudiants que je suivais en alternance en but 3 et qui ont été recrutés sur leur terrain d'alternance, hein, en CDI, et qui sont dans des petites structures où ils font un peu de paye, un peu de gestion d'équipe, un peu de communication, etc. Voilà. Donc la filière GEMA est celle qui est peut-être qui cible le moins au départ des types de métiers. C'est beaucoup plus large. Vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes enseignant d'économie. Alors, pouvez-vous nous parler du corps enseignant et de leur rôle dans l'accompagnement des étudiants tout au long de leur cursus? Alors, globalement, l'équipe enseignante de GEA, c'est une vingtaine de collègues qui ont des statuts différents, et à cela s'ajoutent ce qu'on appelle des professionnels, hein, des gens qui viennent du monde de l'entreprise ou des collectivités. Donc, si je reviens au corps enseignant lui-même, il y a 2 catégories. Hein. Il y a ce qu'on appelle des professeurs du second degré détachés dans le supérieur. En gros, des gens qui ont pu commencer une carrière dans les lycées et qui sont essentiellement des pédagogues. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais eux, c'est leur métier à plein temps, hein, de faire des cours et d'être plutôt très à l'aise sur les outils pédagogiques. Moi, par exemple, je suis enseignant-chercheur. Dans l'équipe pédagogique de GEA, il y a rapidement 5 ou 6 enseignants-chercheurs. Moi, je partage mon temps, au-delà de mes fonctions administratives d'animateur de GEA. Je fais des cours et je fais de la recherche, je publie des articles, je vais dans des colloques, etc. Et on a par ailleurs des gens qui interviennent. On a, je sais pas, le directeur des affaires financières d'une grosse société de Bourges qui vient faire de la fiscalité d'entreprise. On a eu, c'est plus le cas en ce moment, mais quelqu'un qui venait qui était DRH dans sa propre structure, qui venait faire des choses avec les étudiants de RH. Donc vous voyez, c'est ce mélange avec des profils différents. Certains vont amener directement des compétences attendues en entreprise et des modes de fonctionnement. Ils ne sont pas des pédagogues, hein. Parfois ça peut être un peu rude d'ailleurs, même pour les étudiants, mais ils viennent avec leur connaissance du monde de l'entreprise. D'autres sont des vrais pédagogues, et puis il y a des gens un peu bizarres comme moi, je plaisante, hein, mais qui mélangent un peu les genres, où je fais pas de recherche avec mes étudiants de GEA, bien entendu, mais voilà, j'ai une fibre peut-être à lire des choses très récentes de mon domaine, qui est l'économie, et quand c'est possible, d'en parler au plus vite aux étudiants. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure des entreprises. Quels sont les partenariats avec les entreprises ou autres institutions qui bénéficient aux étudiants de GEA? Alors, on n'a pas un partenariat spécifique GEA, hein. Il y a un partenariat très fort de l'IUT de Bourges, hein,
avec un club des partenaires, etc. Mais on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un très grand volant d'alternance. Autrement dit, on connaît beaucoup d'entreprises. Là, au mois de janvier, on va avoir 120 étudiants de première année à placer sur 4 semaines de stage. Je ne vais pas dire que c'est toujours les mêmes, parce que non, à chaque fois, il y a un renouvellement. Mais si on fait un calcul rapide, je ne sais pas, on doit avoir largement 400 entreprises avec lesquelles on peut avoir une forme d'habitude de travail, que ce soit en stage ou... et pas forcément que sur Bourges. Hein, voilà, on peut être alternant à Bourges et être en terrain d'alternance à Tours, à Orléans, à Nevers ou à Clermont-Ferrand. Hein, et les stages, Sharon, vous l'avez fait où, votre stage l'an dernier? Moi, mon stage, je l'ai fait dans la banque LCL. Je l'ai fait ici à Bourges. D'accord. LCL, la banque? Oui, la banque Ah, LCL. ok. Mais on a des étudiants qui, par exemple, sont allés faire leur stage, y compris en première année, à l'étranger. Alors bon, là, c'est une modalité qui est pas forcément imposée. Hein, c'est parce que pour des raisons familiales, pour des raisons de réseau personnel, c'était plus facile pour eux de trouver un terrain de stage soit dans leur pays d'origine, soit quelque part en Europe. Ça peut être le cas. Sharon, quels sont selon toi les principaux atouts de cette formation pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le monde professionnel? Ce que je dirais, l'alternance, parce que dans notre filière, on veut nous insérer dans le monde professionnel. Donc, comme M. Montagu a dit, en première année, on fait des stages. Donc là, on découvre un peu comment ça se passe en entreprise, comment il faut se comporter. Il y a aussi l'alternance, donc en deuxième année, ce qui est facultatif. En troisième année, c'est obligatoire. Donc l'alternance, on voit vraiment comment... Enfin, là, on travaille, on est plus dans la pratique. Donc tout ce qu'on fait à l'école, on le met en pratique en entreprise. À la fin des 3 ans, que comptes-tu faire? Poursuivre avec un master ou rentrer directement dans le monde professionnel? J'aimerais poursuivre avec un master. Le master en quoi, du coup? Un master en RH. Monsieur Thierry, comment évaluez-vous les étudiants tout au long de leur parcours? Y a-t-il un type d'évaluation qui favorise l'acquisition de compétences spécifiques? Alors, le principe général de tous les IUT, hein, et pas seulement GEA, c'est le contrôle continu. Hein. Donc, par rapport à une fac où, en gros, on évalue très peu sur le courant du semestre et puis on donne un rendez-vous en général soit au mois de décembre, soit début janvier pour passer toutes les épreuves. Là, le principe, c'est le contrôle continu. Autrement dit, les premières années, là, ils ont déjà peut-être 4 ou 5 notes depuis la rentrée de septembre. Après, dans chaque module, il y a des modalités d'examen qui sont plus ou moins appropriées. Voilà. Pour les langues, vous allez vite évidemment comprendre qu'un mélange entre de la participation orale et puis des petits tests qui, eux, relèvent de tests de vocabulaire ou de grammaire, comme ça peut se passer au lycée. Après, on a ce qu'on appelle, la réforme du BUT a introduit ce qu'on appelle les SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, donc des approches projets, on va dire, hein, où là, on fait comme dans les grands cabinets et conseils, on parle de livrables. Hein, et donc, nos étudiants, on leur fixe un cahier des charges, on leur donne des points de passage, ils doivent respecter un calendrier et ils doivent remettre 1, 2, 3 livrables, etc. Et qui peuvent prendre des formes extrêmement variées. Hein. Ça peut être un diaporama qui va être corrigé, ça peut être un exercice autour d'un poster où présentez-nous un projet en 180 secondes ou en 4-5 minutes. Ça peut être des petites vidéos en communication. Dès la première année, il y a des jeux de simulation, par exemple, autour de entretien recrutement. Voilà, tout ça, ça donne lieu à un éventail extrêmement large de types, de modalités d'évaluation. Et puis, évidemment, il y a les soutenances autour, soit des stages, soit de l'alternance, et puis le portfolio, c'est-à-dire cette espèce de résumé annuel de ce qui a été appris et des compétences acquises avec un effort d'autocritique. C'est-à-dire que les étudiants, on leur demande, y compris s'il y a parfois une mauvaise évaluation, de montrer qu'ils ont été capables de rebondir, qu'ils ont compris éventuellement pourquoi l'évaluation n'était pas correcte et pourquoi la compétence n'était pas acquise dans un premier temps, et qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour que la compétence soit acquise dans un deuxième temps. Voilà, donc c'est tout ça. Ça veut dire qu'on corrige beaucoup de choses dans les IUT en général et en GEA en particulier. Comment cette filière a-t-elle évolué ces dernières années pour s'adapter aux besoins du marché du travail? Alors d'abord, la réforme de l'approche par compétences, puisque on a souvent reproché au milieu universitaire, que ce soit les facs classiques ou les IUT, d'être beaucoup trop sur la connaissance. Alors c'était un peu moins vrai des IUT, parce qu'ils étaient déjà... il y a le T de technologie qui montrait quand même une forme de relation quand même très,
très pointu avec le monde du travail. Mais malgré tout, cette approche par compétence qui consiste à dire à un étudiant, démontrer au moment du recrutement ce dont vous êtes capable plutôt que simplement ce que vous savez au sens j'ai le coup de tampon au bas d'un diplôme qui valide un bac plus 2 ou un bac plus 3. Voilà. Donc ça change quand même beaucoup de choses et on parle un langage commun plus aujourd'hui qu'il y a quelques années avec le monde de l'entreprise. Voilà. Après, il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions, vous voyez, on réfléchit par exemple à qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle dans le contexte de la pédagogie. Voilà, c'est pas du plagiat, donc si on l'interdit purement et simplement, probablement qu'on va empêcher une évolution qui est assez naturelle et qui va être utilisée, qui est déjà utilisée dans le monde de l'entreprise. En même temps, il faut continuer d'être capable d'évaluer un travail personnel. Voilà, vous voyez, ça c'est un sujet où on est nous, dans notre département, en réflexion sur jusqu'où on autorise les étudiants à aller. On n'est pas encore complètement d'accord entre nous. Donc, mais ça va venir. C'est un exemple. Alors, vous êtes le chef de ce département. Comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste? C'est une élection. Je suis un pair parmi les pairs, alors PAIRS, PAIR, voilà. Donc par exemple, ça tombe très bien, au mois de novembre, là on a un conseil de département le 21 novembre où il y aura l'élection d'un nouveau chef de département. A priori, j'ai prévu de me représenter, mais il peut y avoir d'autres collègues. C'est une élection, donc voilà. Alors, ça sera peut-être moins passionnant que Trump contre Kamala Harris, mais potentiellement, voilà. Donc, c'est des mandats de 3 ans, renouvelables 2 fois. Après, on peut faire une pause. Certains font une pause, puis reviennent après. Bon, moi, quand je l'aurais fait 2 fois, si les collègues et les étudiants, parce qu'ils ont droit de vote, en tout cas les délégués, certains d'entre eux, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'ils me confient à nouveau ce mandat, ce sera avec plaisir. Comment vivez-vous cette responsabilité? Globalement pas mal, mais j'en ai eu des très grosses avant dans d'autres circonstances. J'ai été vice-président de mon université, j'ai même fait fonction de président pendant quelques mois. Voilà, donc il y a des soucis, mais des petits soucis. Après, c'est beaucoup du relationnel. Et si une chose quand même que j'ai découvert au cours de ces premiers mandats, c'est qu'on a des étudiants quand on est en entretien bilatéral, qui n'hésitent pas à nous confier, y compris parfois des choses qui sont un peu lourdes. Voilà, on a des étudiants pour qui il n'y a aucun problème. Ceux-là, on ne les voit pas en général, du moins, ils ne demandent pas d'entretien. Il y en a certains que je fais venir parce qu'ils n'ont pas les bons comportements. Et puis, il y en a qui demandent des entretiens parce que, voilà, il y a vraiment, et peut-être que depuis, alors je ne sais pas si le Covid a à voir avec ça, mais en tout cas, on sent que c'est plus compliqué pour plus d'étudiants qu'à une certaine période avant. Voilà. Donc, ça peut être des sujets sociaux, ça peut être d'autres sujets. Mais ça, c'est quelque chose où, quand on est enseignant ou enseignant-chercheur, on n'est pas forcément préparé. Je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, je ne suis pas assistant social. Donc, évidemment, il y a des relais. Dès qu'on a des informations qui méritent d'alerter tel ou tel partenaire, on le fait. Mais on est en première ligne parfois pour entendre des choses qui sont souvent très touchantes sur la situation individuelle de tel ou tel. Et si vous deviez décrire votre travail en 3 mots? De la passion d'abord, parce que si j'étais pas passionné, bon. Après, il y a quand même l'idée, alors aimer les gens, c'est un grand mot, mais enfin en tout cas que ce soit essayer d'entraîner des collègues et puis faire en sorte que quand il y a des tensions entre eux ou avec des étudiants, qu'il y ait une forme d'apaisement. Donc je ne sais pas comment appeler ça, mais enfin en tout cas, il faut qu'on arrive à diffuser de l'empathie, on va dire. Voilà, alors de la diplomatie ou du calcul politique, j'en sais rien. Voilà, puis un troisième mot. Moi, je suis économiste, donc évidemment, il y a d'abord une discipline que j'aime. Et les collègues, ils ont d'abord ça. Ils ont beau être des pédagogues. Un des reproches peut-être qui peut être fait par l'approche par compétence, c'est qu'il ne faut pas qu'on finisse par oublier qu'il y a aussi des disciplines, quoi. Voilà, et que du coup, quand Madame Gilleron, prof de droit, anime la filière RH, elle a accepté de le faire et elle le fait bien. Mais c'est d'abord une juriste. Voilà. Et du coup, elle aime surtout ça, diffuser sa connaissance sur ce secteur-là. Il se trouve qu'on lui a demandé par ailleurs de gérer la filière, de la même façon qu'il y a des collègues qui, je ne sais pas comment ils font, mais qui sont passionnés par la compta. Non, je plaisante. C'est une discipline tout à fait importante. Mais c'est pour dire, voilà, il y a aussi ce côté disciplinaire qu'il ne faut pas complètement oublier. Sharon, as-tu des conseils pour les futurs étudiants qui envisagent de rejoindre la filière GEA? S'ils sont intéressés par tout ce qui tourne autour de la gestion des entreprises et autres, ils peuvent s'orienter
en GEA, s'ils veulent rentrer dans le monde, surtout le monde professionnel, s'ils veulent faire des stages ou de l'alternance, la filière GEA, elle est faite pour ça. Ça nous permet de, comme j'ai dit au début, ça nous permet de nous insérer dans le monde professionnel. Par exemple, moi, avant de venir ici, moi, j'avais jamais fait de stage. Donc, moi, j'ai commencé mes stages en première année. C'est plutôt bien. C'est vraiment surtout le fait qu'on rentre dans le monde professionnel qui est bien. Pour conclure, Monsieur Thierry, quelle est votre vision pour l'avenir du département GEA? Plutôt confiant. On a plutôt un énorme potentiel. On tourne bien. On n'a pas de difficulté de recrutement, donc on pourrait dire la vie est belle, mais c'est malgré tout un peu fragile et je ne pense pas que ce soit spécifique à GEA ou spécifique à Bourges. Et voilà, cet épisode du podcast de l'IUT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calves et Podcast France, Ziki UT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT. Oui, et puis bon, je peux répondre à des questions qu'on me pose pas. Et... Bon, bref.